Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Terrienne, bonjour. C'est pour emprunter un peu le salut de notre invité sur ce numéro de votre émission Le Tour du Monde. Richard Boniwourou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est notre invité de ce jour. Qui est Richard Boniwourou? En tout cas, entrepreneur depuis bien des années. Et s'investissant dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, notre invité est aussi professeur, politologue, consultant en démocratie et en société, un ardent défenseur donc de la démocratie et des valeurs humaines. C'est un bénino-canadien, bref. Richard Boniwourou est plein de surprises et tout au long de cette émission Le Tour du Monde, vous aurez le temps de le constater. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour, Rofkat Andebi. Richard Boniwourou, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes politologue, bien sûr, vous êtes bénino-canadien. Richard Boniwourou, dites-nous, vous organisez depuis quelque temps une formation en entrepreneuriat pour les jeunes, ou plus ou moins à partir du 25 juin 2022. Parlez-nous un peu de cette initiative. Merci beaucoup et je vous remercie beaucoup pour l'honneur que vous me faites de vous déplacer jusqu'ici pour parler avec moi. En réalité, sur ma page Terrienne, nous avons décidé, avec une équipe très restreinte, de lancer ces journées de formation. Pour quelle raison? Bien évidemment, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, depuis un certain temps, j'ai compris que l'entrepreneuriat au Bénin était un peu branle-bas. Et les gouvernements successifs, pour ne pas accuser un en particulier, n'ont pas fait grand-chose pour l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes tous subjugués par le modèle chinois, mais que nous ne connaissons pas vraiment. Alors, tout le monde aime la croissance chinoise, mais personne ne veut comprendre comment est-ce que les Chinois en sont arrivés là. Et l'auto-entrepreneuriat est un des leviers sur lesquels ils se sont basés. Alors, moi, je parle beaucoup avec des jeunes gens, des jeunes filles qui sont sur ma page, que je rencontre la plupart du temps quand je fais mes voyages. Et j'ai remarqué que ces jeunes gens, ces terriens et ces terriennes, sont très créatifs. Ils ont beaucoup d'idées, mais des idées novatrices. Seulement, dans la structuration, ils ont des lacunes. Il y a problème. Il y a problème. Ils ne connaissent pas leur cible. Ils n'arrivent pas à identifier leur marché. Ils ne connaissent même pas techniquement leurs produits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à ça s'ajoute la question du financement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, bon, ok. Il y a un manque de formation. Pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Chez nous, au Bénin, il y a un manque de formation dans beaucoup de domaines. Mais le domaine de l'entrepreneuriat, qui est un levier aujourd'hui pour le développement, est très important pour moi. Il est imminent. Alors, nous avons initié ces formations auxquelles je participerai bien évidemment, mais auxquelles sont conviés des personnes ressources très qualifiées dans leur domaine pour former les jeunes gens, les jeunes entrepreneurs sur la rédaction des plans d'affaires et la rédaction des plans de financement. Ce qui est très important, surtout le plan de financement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui sont disponibles, autant dans les organismes, autant au niveau de l'État, que même certaines banques font la promotion, mais dont les jeunes gens ne savent pas comment aller les chercher, selon le type d'affaires qu'ils ont. Donc, on a décidé de faire ces formations qui sont très importantes, et c'est d'ailleurs inédit chez nous au Bénin. C'est la première fois. Oui, pratiquement. Top programme entrepreneur, vous avez dit. Pourquoi avoir appelé ça ainsi? Mais parce que de cette formation qui, comme vous le dites, est inédite, sortiront des entrepreneurs de demain. Sortiront des entrepreneurs qui seront valables, qui vont valoriser non seulement notre culture entrepreneuriale du pays, non seulement notre économie, mais qui vont valoriser des produits béninoises. Et pour moi, c'est le top. D'accord. Le top, vous l'avez dit, vous avez parlé des richesses de l'Afrique. L'Afrique, des richesses donc de cette Afrique-là, qui se dévitalise de sa première ressource, qui selon vous est d'ailleurs la plus importante, c'est-à-dire la richesse qu'est l'homme, c'est-à-dire la jeunesse surtout. Et vous parlez de ça et vous avez même donné des chiffres, des jeunes qui se meurent au niveau des côtes en voulant aller en aventure. Parlez-nous-en. Écoutez, aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques, nous sommes 1,3 milliard nous étions 1,3 milliard en 2019, mais il y a une projection qui parle de 2,5 milliards de personnes
en Afrique à l'horizon 2050. Donc, la majorité, soit un bloc de 80%, est jeune. Ce qui veut dire que nous avons des ressources importantes en espèces. Mais ces ressources-là, comment est-ce que nous les utilisons? Comment est-ce que nous les mobilisons au bénéfice de notre développement? C'est là le problème. Mais en même temps, quand vous allez regarder les chiffres sur l'Organisation internationale sur la migration, oui, vous voyez qu'il y a une majorité de cette jeunesse-là, de cette ressource importante, qui se meurt dans la mer, qui est en perdition, qui n'a pas de bonne valeur, qui ne sait pas ce qu'elle va faire, et qui dit, ok, bon, nous irons. Vous ne voyez pas que peut-être cette jeunesse souffre dans son pays d'origine? Oui, mais je ne suis pas en train de vouloir culpabiliser la jeunesse. Il y a une question de politique en amont qui n'ont pas été mises en place. Il y a un manque de vision, un manque de volonté. De qui? Des politiciens. C'est une question de vision. Aujourd'hui, quand vous remarquez tout ce qui se fait dans l'espace politique aujourd'hui, il n'y a pas un grand accent sur les questions d'économie. Parce que il faut que la politique, dans sa phase active, soit portée sur les questions d'économie, de développement réel. Je ne parle pas d'aller faire des routes, de produire le développement par la production d'infrastructures telles que les infrastructures communautaires, telles que les routes. Non. Je parle de réelle politique de développement. Alors, si, dès que nous allons commencer par parler de réelle politique de développement, de comment est-ce que l'argent fera pour rentrer dans la poche de chaque Béninois, là, nous penserons aux moyens qu'il faut, dont un des moyens les plus essentiels est la jeunesse. Et vous pensez qu'une formation d'une journée peut-elle réussir à changer des... Non, justement. Vous savez, moi, pour ceux qui me suivent, je fais mes choses, comme on le dit dans mon langage, par incrémentalisme. C'est-à-dire, je ne veux pas... D'abord, je n'en ai pas les moyens, je ne suis pas milliardaire. J'espère que les milliardaires qui vont nous écouter pourront m'emboîter le pas. Mais, puisqu'il s'agit de moyens propres, de fonds propres, je préfère aller pas à pas, faire l'évaluation des rétroactions. Qu'est-ce que ça a donné? Mais une journée est très importante. Vous savez, aujourd'hui, pour faire une formation en Excel, par exemple, ça prend quoi? 4 heures. Et 4 heures pour toute une vie. Alors, rédiger un plan d'affaires, c'est pour ça que nous voulons trier sur le volet les personnes. Parce qu'il faut des personnes qui soient nanties d'abord d'une certaine capacité. Et qui aient une certaine base, voulez-vous nous dire? Une certaine base. Mais nous élargissons ça quand même à tout le monde. Parce qu'il y aura une retransmission en direct de cette journée-là sur certaines pages Facebook, dont la mienne, pour que, de façon élargie, toutes celles et ceux qui veulent faire la chose, puissent suivre et prendre des notes. D'accord. Vous allez le faire ainsi, les gens prendront des notes. Et vous pensez que ça suffira pour que prendre des notes au sortir peut-être d'une formation sur comment être un entrepreneur, ça suffira pour quand même asseoir des jeunes entrepreneurs dont vous rêvez pour ce pays? Je vais vous parler d'Excel par exemple, qui est un outil formidable, surtout pour les plans financiers et autres. En 4 heures, une personne connaît Excel et peut l'utiliser toute sa vie professionnelle durant. Donc, c'est une question de volonté. Et c'est une question de vision. Parce que moi, c'est en quoi je crois. Je crois, et je le dis souvent, il ne faut pas faire la confusion entre la croyance et la connaissance. Ce que nous voulons donner aux gens, c'est la connaissance, pas la croyance. La croyance, on croit en quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Alors, on croit en Dieu, en Jésus, parce qu'on ne le connaît pas. Mais on ne croit pas en son père et en sa mère. On connaît son père et sa mère. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de croire en leur avenir, mais qu'ils la connaissent. Qu'ils connaissent leur avenir. Et la seule façon de connaître votre avenir, c'est de maîtriser ce que vous faites aujourd'hui. Et pour maîtriser ce que vous faites aujourd'hui, nous sommes dans un monde au XXIe siècle, nous sommes dans un monde totalement technique. Totalement technique. Les improvisations ne suffisent plus. Pour ne pas improviser, pour être technique, il faut maîtriser ce qu'on fait. Et moi, je vais leur donner des clés. Et quitte à eux, au sortir de ces formations-là, de chercher à les compléter d'une autre façon. Je vois. Richard Boniworou, l'entrepreneuriat, oui, les formations, d'accord, mais est-ce que sans ressources financières, ces jeunes que vous allez former pourront s'affirmer véritablement dans la société? Félicitez-moi déjà pour ce que je fais. Oui, on vous félicite. Non, on vous félicite. Ensuite, pour les questions financières, vous savez, comme je vous l'ai dit, le problème que nous avons au Bénin,
qui rend faible notre démocratie, c'est parce que notre démocratie ne repose sur rien. Elle repose sur des questions électorales qui sont des questions abstraites et parfois même inutiles. La majorité du temps, quand on fait un débat politique, on parle que d'élection. Démocratie. Or, et c'est ce que je dis souvent à mes prédécesseurs, je dis, vous ne pouvez pas globaliser un argument que vous vendez à tout le monde. Nous sommes 12 millions de personnes au Bénin. 12 millions, ça suppose 12 millions d'ordres du jour. Quand vous allez à Tchoumi par exemple, voir ma tante, quand elle se réveille, son problème c'est, est-ce que le terrain sur lequel nous cultivons notre champ ne nous sera pas enlevé? Elle a besoin de sécurité foncière. Est-ce qu'il y a eu plus, par exemple, pour faire la culture? Est-ce que le gouvernement va exonérer les intrants pour que je puisse avoir accès? Elle a besoin de politique d'exonération. Est-ce qu'il y aura un marché pour que je puisse faire écouler mes produits? Elle a besoin que le gouvernement structure un marché. Quand vous quittez là-bas, que vous venez voir mon cousin qui est à Calavi, lui il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que l'essence est encore à 300 hier comme c'était aujourd'hui pour que je puisse aller faire mon job à Cotonou? Est-ce que ils ont ouvert la voie qui quitte Topa pour Midombo pour que je puisse passer? Est-ce qu'ils ont lancé le projet qui est de l'autre côté? Lui, il a besoin non seulement de financement, mais il veut savoir certaines choses qui n'ont rien à voir avec la démocratie, telle qu'on la comprend. Quand vous prenez maintenant mon autre cousin qui est professeur, qui a envie de parler dans la politique, lui, il se dit, est-ce que Talon n'est pas dictateur? Donc vous voyez, nous avons 3 types de personnes, dont c'est seulement la 3e qui est en zone urbaine. Tous ceux qui sont en zone périurbaine, jusque dans la brousse, s'en fichent de votre démocratie électorale. Alors, par conséquent, de quoi est-ce que nous devons parler dans la démocratie pour la vitaliser? C'est de parler des leviers sur lesquels chacun peut se poser pour se développer, qui est surtout l'économie et la finance. Richard Boniworo, puisque vous venez d'aborder l'aspect politique, vous êtes un acteur politique, quelle est votre lecture de la situation socio-politique du Bénin de façon globale? Depuis les premières élections de 1990 qui ont élu Louis-François Songolo, la situation politique au Bénin, elle est délétère. Et ça continue. Nous vivons pratiquement tous les jours dans des révolutions, mais qui sont des révolutions larvées, latentes, qui prennent du temps, mais qui vont finir par s'exploser si nous ne prenons pas garde. Parce que, au sortir de l'élection en 1990, déjà, il y a eu des dissensions politiques, on n'a pas pu faire un second mandat, on a ramené Mathieu Kérékou sans s'assurer qu'il était devenu vraiment démocrate, parce qu'on le taxait de, comment on appelle, de communiste ou de tout ce que vous voulez. Bon, quelle est la garantie qu'on a eue pour amener un communiste dans un débat démocratique? On ne s'est pas assuré de cette garantie-là. La seule garantie dont on s'est assuré, c'est que Mathieu Kérékou est devenu président pour une deuxième échéance, par procuration, parce que certaines personnes, telles que monsieur Père son âme, Thévo Edré et autres, ont dit, si vous votez pour lui, vous devez voter pour nous. Donc tout le temps, nous avons conduit la politique comme ça. C'est qu'il y a des personnes ressources qui disent, votez pour lui, c'est nous qui allons représenter vos intérêts. Mais finalement, il n'y a pas de retour. La situation devient délétère. Les gens ont perdu confiance. Comment faire pour que cette confiance-là soit rétablie? C'est encore un autre débat. Mais ce débat n'a jamais été épuré. Il n'a jamais abouti. Aujourd'hui, c'est encore pire. Non seulement, les gens trouvent que le Parti Salon n'a pas la légitimité qu'il faut pour faire ce qu'il est en train de faire. Je ne parle pas de sa légitimité en tant que président de la République. Il est élu. Tout à fait. Encore qu'on peut contester sa seconde élection. Mais il a été élu au moins pour une première fois. Alors, une deuxième fois également, puisque les institutions c'est contesté. Les institutions même sont contestées. Les institutions sont contestées. C'est vous qui le dites. Les institutions sont contestées. Mais nous n'allons pas aller sur ce débat. Oui, c'est un débat un peu déplaisant pour le moment. Nous n'allons pas nous accorder là-dessus. Bien qu'il faut que ce débat soit vidé à un moment donné pour que nous puissions continuer. Mais restons sur le fait que Patrice Talon a été élu. Nous sommes tous d'accord. De toute façon, il est président de fait aujourd'hui. Nous reconnaissons tous qu'il est président aujourd'hui. C'est lui qui porte la signature du Bénin. C'est le numéro 1 du pays. Bon, relativement. Mais c'est lui qui porte la signature du pays aujourd'hui. Donc, il est président de fait. Nous sommes tous d'accord dessus. Il est président. Mais le problème, c'est que la légitimité dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la légitimité en tant que président, mais c'est la légitimité en tant que président à commettre certains actes. Et cette légitimité ne se rapporte plus à son titre de président, mais se rapporte à lui-même, à sa personne. Parce que les gens trouvent que quand un collaborateur du chef de l'État
qui plus est, celui qui est aujourd'hui le président de la plus grande institution de notre pays, dit que nous allons désormais conduire la politique aux côtés du chef de l'État avec ruse et rage, et qui devient maintenant le président d'une des plus importantes institutions du pays, les gens vont se poser des questions. Vous parlez de qui? Je parle de M. Dioguénou. C'est lui qui l'a dit. Donc, dans un pays où on est tout le temps en train de chercher non seulement à instaurer un climat de confiance et à permettre à ce que ce climat de confiance arrive à maturité, il y a des gestes qu'on ne commet plus. Oui, parlant du climat de confiance, il y a de ces actions ou de ces rencontres qui sont en train de se mener actuellement pour ça. Ces rencontres sont de très bonnes rencontres. Mais seulement que elles arrivent à un moment où les Béninois en sont indifférents. C'est comme si votre enfant a faim, pendant qu'il avait faim, qu'il se tordait de douleur, vous ne lui donnez pas à manger, et c'est quand il a déjà trouvé un morceau de pain quelque part où il a carrément oublié que vous venez. Il va manger, certes, mais il n'aura plus le même appétit qu'il aura à manger ça que celui qu'il aurait quand il en avait besoin. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais de toutes les façons, Richard Boni-Ourou, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, peut-être ces rencontres-là vont aboutir à ce consensus-là dont on a besoin. D'ailleurs, on constate déjà la libération de certains la faiblesse des aphorismes, la faiblesse des citations, c'est que les citations généralisent. Nous sommes dans un cas concret. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne dirais pas ça comme ça. Il est toujours trop tard quand vous ne faites pas bien. Mais vous devez savoir qu'un chef d'État a un timing. Ce n'est pas parce que des gens sont morts, des gens sont en prison, des familles sont détruites, des personnes ont perdu leurs bras, ont perdu leurs proches, ont perdu leur emploi, sont en exil, ne peuvent plus voir leurs parents, et que 2 ans, 3 ans après, vous rencontrez des acteurs politiques et vous dites qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ceux qui sont morts, vous allez les ramener. Ceux qui ont perdu leurs bras, vous allez leur donner un nouveau bras. Oui, ça vous avez... Donc, faut pas utiliser les aphorismes dans des cas qui sont concrets. Les aphorismes généralisent, ils ne sont pas concrets. Moi, je préfère qu'on dise que ce que Patrice Talon fait aujourd'hui, dans la gestion des conséquences, qu'il fasse en sorte que les résultats soient non pas proportionnels aux mots qui ont été commis, mais au moins qu'elles permettent d'apaiser les cœurs. Qu'elle permet de remplir les cœurs des Béninois d'un peu de joie, mais surtout d'estime pour sa propre personne. Parce qu'il est important que Patrice Talon sache aujourd'hui qu'il faut qu'il commence par rentrer dans l'estime des Béninois. Parce qu'il ne servira à rien que vous ayez fait 10 ans au pouvoir et que à la fin, on soit indifférent, qu'on ne pense même pas à vous quand on parle de la politique, ou qu'on pense de vous de façon totalement indécente. D'accord. Et parlons de lui justement, puisque c'est du président de la République que nous sommes en train de parler. Nous le respectons. Ah ben oui, tout le monde le respecte d'ailleurs. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a eu plein de réformes qu'il est en train de mettre sur pied, la décentralisation et dans plusieurs autres domaines. Comment vous appréciez toutes ces réformes-là? Écoutez, Patrice Talon n'est pas le premier qui fait les réformes. Tous les jours, depuis 30 ans, on fait les réformes. La démocratie est une réforme politique qui est venu balayer le régime communiste révolutionnaire. Donc, les réformes se font tous les jours. Mais c'est la qualité des réformes dont il s'agit. Oui. La question est-ce que les qualités des réformes aujourd'hui sont bonnes? Et au-delà des qualités, est-ce que ces réformes-là sont de nature à renforcer la communauté que nous représentons, qui est le Bénin, à renforcer les Béninois, à renforcer le développement et à accoucher? Oui, il y a des réformes qui sont relativement pas mal. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand on m'a... ici, un ami est passé ici, qui m'a parlé, par exemple, de la réforme... C'était quelle réforme déjà? De l'identité. J'oublie ce truc. Enfin, il y a une bonne réforme qui est en train de faire dans ce côté-là. Ce n'est pas plus mal, parce que ça permettra à plus tard de construire là-dessus maintenant des réformes ou des règles en matière d'inclusion financière. Oui. Bon. Ça, c'est une très bonne réforme. Mais le problème, c'est... Dans d'autres domaines, les réformes fiscales par exemple, est-ce qu'elles ont besoin d'être aussi rigides tout de suite et maintenant? Dans une économie qui n'est pas stimulée, dans une économie qui est à 70% pratiquement officieuse, est-ce que la première réforme ne serait pas d'abord de stimuler l'économie, de stimuler le contribuable
d'élargir la population fiscale avant maintenant de commencer à mettre en place des réformes fiscales assez rigides pour aller chercher l'argent dans la poche des gens. Là, vous êtes en train de faire des propositions. Prenez ça comme ça. Ce sont de bonnes critiques. Bon. Maintenant, quand en amont, vous avez déjà fermé tous les robinets, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens, d'une façon ou d'une autre, ils vont développer de nouveaux mécanismes pour vous échapper. Parce que, et vous pensez que c'est ce qui est en train de se faire là? Mais c'est ce qui s'est fait. Beaucoup de liquidités sortent du pays aujourd'hui. Les gens sortent leur argent du pays. Le pays se dévitalise. Mais c'est suffisamment grave. Vous n'avez aucune preuve de ce que... Je vis au Canada. Oui. Tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui appellent pour dire mon enfant est au Canada. Si vous déposez $5,000 sur son compte, moi je vous donne 2 millions à quelqu'un ici. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Aujourd'hui, il y a une bonne majorité de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas accès à certains financements. Vous ne me direz pas que si Romuald Wadani est sur le marché financier tous les jours à aller chercher de l'argent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le pays et que lui il a oublié d'aller chercher de l'argent dehors. Non, c'est parce qu'il n'y en a pas. On ne va pas faire de la dette alors qu'on a beaucoup d'argent sur soi-même. Ça, c'est dans le domaine des affaires qu'on peut aller chercher de la dette et garder sa liquidité. Et réduire les risques, mais ce n'est pas ce que l'État fait. Outre ce volet, parlons des infrastructures. C'est vrai que Richard Boni Ouourou est allé à Cotonou il y a très longtemps et on constate que vous évitez d'aller au Bénin également. J'évite d'aller au Bénin parce que, comme je vous le dis, moi je suis un gros bavard. Et s'il n'y a pas de sécurité juridique, des bavards comme moi, parce que je ne me vois pas en train de demander pardon à un être humain pour parler dans la vie politique de mon pays. Je ne le ferai même pas, ça n'arrivera pas. Parce qu'on se dit la vérité. Ça n'arrivera pas. Et c'est pas parce que j'ai quelque chose de plus. Vous êtes inquiété alors? Bien sûr, nous sommes tous inquiétés. Personne ne peut parler. Prenez le cas de Rekiat Madougou par exemple. Pourquoi est-ce qu'elle est allée en prison? Parce qu'elle a tapé quelqu'un. Dites-nous. Elle n'a tapé personne. Juste parce qu'elle a dit, elle a eu la prétention de dire, moi, je suis béninoise, je remplis les conditions, je vais aller challenger Patrice Talon à l'élection présidentielle. On trouve qu'elle a mal parlé, elle est en prison. Non, on vous dira que c'est juste, c'est la tentative. Vous savez de quoi nous parlons? De quoi? On a parlé du terrorisme et autres, il faut oser le dire. Combien de fois est-ce que le procureur est allé au nord faire arrêter les vrais terroristes? Où il n'y a pas de terroristes? Chams Zilbadamou, c'est nous qui posons des questions. C'est nous qui posons des questions. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas esquiver les vrais débats. Il ne faut pas duper le peuple. Et d'ailleurs, même le peuple n'est plus dupe. Ils ont tout compris. Okay? Joël Aïvo, par exemple. C'est un président, c'est un professeur qui est représentatif, qui peut très bien se lever lui-même, si on lui donne une convocation, se lever et puis se présenter au tribunal. Mais on allait le kidnapper. C'est du kidnapping. Parce qu'avant que la justice, avant que le procureur ne délivre un mandat d'amener, ça veut dire qu'au moins, pendant 1, 2, 3 fois, il y a eu des convocations qui n'ont pas été respectées. Et là, le procureur dit, bon, maintenant, amenez-le-moi. Mais il n'a jamais reçu de convocation. On est allé le kidnapper. Donc, dans ce contexte-là, oui. Vous voulez que moi, si on nous met tous en prison, qui va animer le débat? Aujourd'hui, je suis pratiquement... Vous voulez être libre pour l'animer, ce débat politique? Oui, je vais être libre. C'est tout. Sinon, je ne dois personne. D'accord. Aujourd'hui, ils sont là. Vous avez parlé de Joël Aïvo, de Rekiat Madougou, pour une raison ou une autre, ou pour les raisons que tout le monde sait. Ils sont en prison aujourd'hui, mais il y a eu quand même un début, un petit dénouement avec la libération des 17 prisonniers là. Qu'est-ce que vous dites? Peut-être, on ne sait jamais au chef de l'État, peut-être que votre voix va porter pour plaider pour ceux qui sont actuellement... Je n'arrêterai jamais de plaider pour la libération de ceux qui sont gardés injustement. Tous les autres, ce n'est pas mon problème. Mais... ceux qui sont gardés injustement, tels que Rekiat Madougou, Joël Aïvo et Nadine Okumassou et tous les centaines de milliers de personnes que vous connaissez qui sont gardées injustement, justement dans le cadre de la politique, je dis toujours, si nous, vous et moi et tous les autres, nous voulons une stabilité politique et de la sécurité dans notre pays, nous devons tous plaider pour qu'ils sortent. Pour une raison évidente, si nous ne faisons pas ça, que ça atteint là où ça va atteindre, ces personnes-là seront animées par un sentiment de vengeance. Et rien ne dit que demain que Rekiat Madougou ne sera pas présidente au Bénin. Et si elle est présidente et que sa seule vision, c'est de pouvoir se venger
comme ceux qui l'ont mis en prison aujourd'hui, nous allons reproduire le même schéma. Donc, il faut que nous devons tous, en tant que Béninois, plaider. Maintenant, concernant ce que vous venez de dire, je ne vois pas de lien entre la libération de ceux qui sont libérés après la rencontre avec le président Thomas Boni Yahi et une certaine ouverture. Ceux qui sont dans le dossier Tawes. Oui, mais le dossier Tawes, c'est un dossier qui est vide. Le Tawes étant devenu désormais très fréquentable, qui est devenu l'ami de Patrice Talon, qui a été reçu par Patrice Talon, ceux-là n'avaient plus de raison d'être en prison. Monsieur Tawes, pourquoi serais-je jaloux de lui? C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Moi vous étiez quand même des amis. J'ai été appelé par le président de la République. Le président de la République m'a fait l'honneur de m'appeler en vidéo. Un après-midi, j'étais avec ma femme. Quand mon téléphone a sonné, c'était M. Patrice Talon. Il m'a dit, qu'est-ce que vous reprochez? Rentrez au pays, venez me rencontrer, nous allons discuter. Et vous avez fait quoi suite à cet appel-là? Cette main tendue? Je ne suis pas allé. Et pourquoi? Simplement parce que j'ai préféré, moi je ne suis pas grand-chose. Et à l'époque, le président Thomas Boni Yahi était dans un quasi-exil. Donc j'ai dit non, je préfère que le président Thomas Boni Yahi y aille, puisque les Béninois ont soif de ce symbole-là à cette époque-là. Ils voulaient de l'apaisement. Si moi je rencontrais Patrice... Maintenant, cette époque est passée, le président Thomas Boni Yahi est rentré, il y a même eu de discussions il y a quelques jours. Pourquoi Richard Boni Ouro ne rentre pas pour rencontrer le chef de l'État? Si moi je rentre, Thomas Boni Yahi est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé rencontrer Patrice Talon, il a dit le palais est beau et tout. Mais moi si je rentre, je vais discuter cette avec Patrice Talon, mais je vais continuer de critiquer. Je vais continuer. Oui, mais ça n'empêche pas, Richard Boni Ouro. Combien de personnes aujourd'hui au Bénin peuvent dire dans les thèmes que je les dis ce que je dis? Il n'y en a plus beaucoup. Ça veut dire vous vous reprochez certaines choses. Je ne me reproche rien. Mais les gens ils parlent. Il y a le président du parti restauré, l'espoir Azanaï, qui parle, qui critique. Il est même plus accepte que vous. Mais vous avez vu que tout le monde est en prison sauf lui. Vous ne vous posez pas des questions? Moi, je n'ai pas été l'ami de Patrice Talon, hein, donc je ne peux pas... Il n'a peut-être pas la même sympathie qu'il a pour Azanaï pour moi. Donc moi, je peux... Et Joël Aïvo, je vous rappelle qu'il n'a même pas dit le cas de ce que Azanaï dit et il est en prison. Rekiat Badougou, pareil. La pauvre Nadine Okumassou a juste dit 5 ans, c'est 5 ans. Et on l'a mis en prison. Pourtant, Azanaï et son colistier sont toujours libres. Vous ne vous posez pas des questions? Chamsdine Badarou, le débat est très vaste. Si on continue, on ne va pas s'arrêter alors qu'on a un timing. Mais on ne va quand même pas vous laisser sans parler aujourd'hui de la cherté de la vie. Le gouvernement, les membres du gouvernement ont fait le tour et il y a cette cherté-là. Les Béninois ont du mal aujourd'hui à conjuguer le verbe. Alors, depuis que le gouvernement a fait le tour, est-ce que les prix ont baissé? Dites-nous. Le Gary a dit non, mais c'est nous qui posons des questions. On adore dire ça. Il y a le prix de l'huile d'arachide qui a été quand même recadré. Ah bon, pour moi qui vais sur le marché, je ne dirai pas ça. Bon, mais allez-y quand même. Merci. Écoutez, si le prix de l'huile est gelé, admettons, parce que c'est un gel temporaire, ok, est gelé sur 6 mois. À 1300 francs. Mais que le prix de l'essence continue à subir l'inflation, que le Gary continue à subir l'inflation, vous ne vous posez pas la question sur la qualité de l'huile qu'on vous vend. Puisque la personne qui vend son huile là finira par aller acheter de l'essence, finira par aller acheter du Gary, parce qu'elle vend de son huile pour pouvoir se procurer les autres produits. D'autres produits. Mais il faut vous poser la question sur la qualité de cette huile-là. Donc, le gouvernement, ce que je dis, un gouvernement a des équipes, des analystes, qui doivent pouvoir anticiper et non gérer les conséquences. Là, ils sont dans la gestion des conséquences. Or, ils auraient pu anticiper. Parce que la guerre en Ukraine aujourd'hui, les prémices d'une guerre ont été dit, commenté par toutes les chaînes. Donc, le gouvernement a assez de moyens pour commencer à suivre cette actualité-là et savoir, les analystes du gouvernement doivent savoir que cette actualité-là, si jamais elle s'avérait, elle produirait tels effets et le gouvernement devait commencer par anticiper sur ces effets-là. C'est ce qu'on appelle le gouvernement responsable. Alors, quand vous n'anticipez pas, quand vous ne suivez pas, que vous n'avez pas de bons analystes, et qui sont des analystes qui, juste, vous font des propositions pour gérer maintenant les conséquences, au lieu d'anticiper sur ces conséquences-là,
c'est que vous manquez de responsabilité. Vous serez peut-être un bon analyste dans ce gouvernement pour leur faire des propositions. S'il le paye bien, bien évidemment. Alors déjà, commencez par aller voir le président de la République et voir la suite. Chaque fois, je fais de bonnes propositions. Sans manquer de modestie, j'ai fait beaucoup de propositions que j'ai vues qui ont été réalisées. Même ces rencontres-là, je les ai proposées depuis l'année dernière. Quand le besoin était encore là, j'ai dit, rencontrer les chefs d'État, rencontrer Thomas Boni Yayi, mais à la suite, rencontrer les anciens chefs de l'État, créer un cadre formel pour ça et élargir ces rencontres à toutes les personnes ressources, même des jeunes gens qui sont des personnes ressources, et élargir ces rencontres à ces personnes-là. Prenez vraiment le pouls de l'opinion et agissez là-dessus. Mais quand je disais ça, peut-être que ce n'était pas important. Peut-être qu'on voyait que, bon, c'est Richard, le Canadien qui parle beaucoup, qui bavardait encore. Mais aujourd'hui, où c'est important, où c'est devenu maintenant très essentiel, parce qu'on voit le prolongement de la guerre Russie-Ukraine, on voit dans le prolongement de la crise inflationniste, on fait la comparaison avec la crise des années 80, qui s'est débouchée sur une crise économique, qui a fait une crise sociale, qui est venue maintenant en crise politique. Quand on met tout ça bout en bout ensemble, on se dit, si cette crise-là continue, elle va déboucher sur une crise économique, qui va déboucher sur une crise sociale, et nous serons rattrapés. Donc, il faut commencer par chercher, quand ça sera le moment, sur qui est-ce que nous allons prendre appui pour aller maintenant, ce dont les populations gardent encore de l'estime, de la sympathie, sur qui, et c'est maintenant c'est ce que nous appelons la ruse en politique. D'accord. Richard Boni Ourou, une petite dernière question, sinon on va dépasser le temps. Non, parce que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. Si vous le permettez, avant que je n'oublie, Richard Boni Ourou, on constate également que c'est du tac au tac entre vous et Rachidi Badamassi. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Non. Vous êtes quand même des amis. Je ne dirais pas ça comme ça. Il n'y a aucun tac au tac entre Rachidi Badamassi. Rachidi Badamassi est un honorable député. Il représente l'Assemblée. Moi, je ne suis personne. Alors, comment est-ce que je peux répondre du tac au tac? Si Rachidi Badamassi me fait l'honneur, parce que même en me critiquant, Rachidi Badamassi me fait un grand honneur de critiquer un simple citoyen, même en me critiquant, en disant tout ce qu'il a dit sur moi, qui ne sont pas faux, malheureusement, mais qui ont été pour des raisons. Rachidi Badamassi a dit que j'ai été en prison, je ne me dis pas, j'ai été en prison. J'ai été en prison tout comme il a été en prison, tout comme Patrice Talon a failli aller en prison, tout comme Yahi Boni aurait pu aller en prison, tout comme Joël Aïvo est en prison aujourd'hui. Nous avons tous fait de la prison, mais ça n'empêche pas que je puisse être crédible dans ce que je dis, compte tenu de ma position aujourd'hui. Alors, si nous devons mettre en avant certaines considérations qui nous discréditent d'ailleurs, puisqu'elles peuvent facilement nous rattraper, pour dire que nous sommes en train de répondre du tic au tac. Moi, je n'ai pas parlé de Rachid Badamassi, moi, j'ai parlé de Olivier Boko. Et Rachid Badamassi s'est fait le porte-parole d'Olivier Boko pour m'attaquer. Or, Olivier Boko, à ce que je sache, n'est membre d'aucun parti politique. C'est un citoyen lambda comme moi. Alors, pourquoi est-ce qu'un député de l'Assemblée nationale, que les Béninois payent, doit pouvoir rentabiliser son temps et passe son temps maintenant à défendre un citoyen lambda qui est Olivier Boko? C'est la question qu'il faut se poser, pas la question du tac au tac. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. D'accord, il n'a aucun problème de tac au tac, il a dit. Monsieur Richard Boni Ourou, quelque chose à dire pour mettre un terme à cette émission, parce que nous sommes déjà à la fin. Je suis très content que vous soyez passé, et je voudrais qu'avec moi, vous fassiez la promotion de l'auto-entrepreneuriat. Vous savez, en Chine, par exemple, les Chinois ont réussi à donner un statut d'auto-entrepreneur à des gens. Et parce qu'ils savent que l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui est un gros levier pour la croissance. Donc la Chine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui sans avoir mis l'accent sur l'auto-entrepreneuriat. Chaque personne en Chine a quelque chose à faire, même si c'est des faussaires qui vont trafiquer des Gucci, des marchés, mais ils le font et il y a un marché pour ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché mondial. On parle de globalisation. Oui. Mais comment est-ce que nous insistons dans cette globalisation-là? Nous qui avons ouvert nos barrières douanières à la mondialisation, qui tout rentre chez nous. Mais combien de choses sortent chez nous? Notre économie s'est extravertie. Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de revoir la méthode, de penser à nos jeunes gens, de financer, de trouver de l'argent pour financer les jeunes gens, pour que de leurs besoins maintenant, nous ayons de quoi faire toutes ces routes-là. Ces routes-là sont faites par qui?
Pas Ebomaf, c'est un Burkinabé. C'était Colas, c'est un Français. Alors, l'État qui prend... Déjà que c'est là. Déjà qui prend la part de marché déjà qui dans les routes qui se font aujourd'hui. Dites-moi. Il y a au moins tout Porto Novo aujourd'hui, un peu partout, en allant vers on parle du Bénin. Je suis content pour lui qu'il prenne sa part de marché. Mais est-ce que c'est suffisant pour rembourser? Parce que pourquoi est-ce que l'État va prendre des prêts? L'État prend des prêts pour compter sur la TVA que vous allez payer sur les produits. Parce que ces prêts-là vont générer de l'emploi indirect, donc de la consommation. Et cette consommation va prélever de la TVA. Donc l'État compte sur cette TVA-là pour rembourser ses prêts et compte aussi sur les impôts que vont payer les sociétés qui ont reçu les marchés. Mais quand, dans ces sociétés-là, les grands ingénieurs sont des Français, sont des Chinois et autres, vous les payez, non pas en francs CFA, mais dans leur monnaie, et ils repartent avec. Donc ça va se renverser dans l'économie, dans des économies qui ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi nous sommes toujours en déficit. Donc il faut penser la formation d'abord de nos personnes, de vraies formations. Regardez l'université d'Abo-Mekalavi. J'apprends même qu'il n'y a même pas de grande bibliothèque sur l'université d'Abo-Mekalavi. Mais cette université-là produit des docteurs qui sont produits à partir de quoi? Donc, je pense qu'il faut repenser le modèle au complet. La formation qui n'est pas... Aujourd'hui, tous les jeunes veulent s'asseoir dans les bureaux. Mais l'agriculture est là. Nous avons des terres arables. Il faut financer. Moi, quand j'étais avec le général Gnia Robert, j'ai participé à la rédaction de son projet de société, dont Patrice Talon a volé même des particules. Mais ce projet de société, à l'époque, j'avais commencé à établir un programme pour l'installation d'une banque uniquement pour le développement agricole, quand je me suis heurté à la réglementation de la BCAO, qui dit qu'on ne peut pas le faire. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir des terres arables, une jeunesse au travail active, et ne pas pouvoir avoir des banques, des moyens pour financer uniquement le développement agricole? D'accord. Et créer toute une chaîne de valeur autour. Donc les questions sont là. D'accord. Merci. Vous avez encore plein de questions, je sais. Et Chamsdine Badarou qui pose des questions dans le groupe de Richard Boni. Ça, c'est pour allonger mon émission. Merci à vous, monsieur Richard Boni Ourou, pour avoir répondu présent à cette invitation. Merci à Chamsdine Badarou, avec qui j'ai co-animé cette émission. Merci à vous, chers terriens et terriennes, selon Richard Boni Ourou. Bien entendu, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir bien écoutés, j'espère, chez vous. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Le Tour du Monde. Merci. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérite TV Monde et 3R Média.